Oui, je sais, ok? On peut passer à autre chose. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Première actualité, c'est Letterboxd qui va créer son vidéo store. C'est une sorte de vidéo club numérique qui va permettre d'avoir accès à plein de films en location. Ça va arriver début décembre sur Letterboxd et ça sera donc un moyen simple d'avoir accès à certains films, de pouvoir les louer. Visiblement, c'est que louer pour l'instant. Ça peut être vos films qui sont watchlistés, par exemple. Vous allez recevoir une notification en vous disant « Ah, tel film est disponible, vous pouvez le louer pour le regarder aujourd'hui. » Ça sera des films de patrimoine qui ont été restaurés, que ce soit en Blu-ray ou en 4K. Ça sera des films qui sont disponibles uniquement en temps limité, en mode flash sale, par exemple, ou flash renting. En théorie, des films de festival qui sont disponibles uniquement sur la plateforme, parce que vous savez, les festivals, c'est toujours compliqué d'avoir accès à ces films. Ça sera pendant un moment, évidemment, pour ces films. C'est une question aussi de facilité, c'est-à-dire que vous voyez un film, au lieu d'aller sur n'importe quelle plateforme de streaming, d'acheter le Blu-ray, de trouver un lien ou autre manière de regarder, vous allez avoir la plateforme, un bouton pour cliquer, et vous pouvez regarder directement dans Letterboxd. Bon, il faut voir à quel point la qualité sera au rendez-vous sur l'application, sur les télés, ça sera disponible un peu partout d'après eux. Donc il faut vraiment voir comment le player sera, comment est-ce que l'interface sera et toutes ces choses-là évidemment. Mais la volonté est de faire de Letterboxd une plateforme sur laquelle on passe du temps pour regarder des films aussi qu'on a loué. Ça ne sera pas juste des films en licensing facile que Letterboxd va obtenir, mais des films qui sont intéressants pour les membres de la communauté Letterboxd, des films que Letterboxd a choisi aussi. Il y aura tout un système de notification, ce sera la qualité avant tout et l'expérimentation avant tout. Maintenant, la grosse question, c'est comment ça va fonctionner pour nous en France. Vous savez qu'en France, avec la chronologie des médias et plein d'autres lois par rapport à ça, c'est hyper compliqué pour nous la distribution. En général, lorsqu'il y a ce genre d'initiative, en France, on n'a que dalle. Donc maintenant, est-ce que Letterboxd va devenir un distributeur de location d'œuvres, surtout des œuvres de festival qui n'ont peut-être pas encore d'acheteurs, des choses comme ça? Comment est-ce que ça va fonctionner? On n'en sait rien. Ils disent bien Letterboxd sur leur site que ça dépendra des régions et des pays. En France, on se connaît, voilà, on connaît la loi, on sait comment ça se passe. En général, on se fait un peu avoir sur ce genre d'initiative, donc peut-être beaucoup des films les plus intéressants, les plus nouveaux surtout, ne seront pas disponibles. Par contre, pour voir des anciens films, si Letterboxd a les droits de distribution de la location, là, ça sera ok, mais à voir ce que ça va donner. Donc je suis très curieux, on en parlera quand ça sortira début décembre, si ça sort en France, parce que pour l'instant, on ne sait pas. Mais on en parlera, je vous tiendrai au courant évidemment. Jeff Goldblum a dit qu'il a arrêté la viande après Wicked 2. Je trouve que c'est assez étonnant parce que Wicked 2 parle pas vraiment d'animaux qui se font manger. Alors oui, ça parle d'animaux qui sont le bouc émissaire de la société, mais le lien Wicked 2, animaux, végétariens, personnellement, en tant que vegan, je l'ai pas vraiment vu comme ça, mais pourquoi pas. Tu vois, un film comme Okja, je comprends parce que Bon Joon-ho, il avait arrêté de manger de la viande pendant qu'il faisait Okja. Il a repris après, un peu bizarre, mais ok, why not. Mais voilà, Jeff Goldblum, Wicked 2, végétarien, parce que les animaux dans le film, je capte pas, mais tant mieux. Je veux dire, toute raison est bonne de devenir végétarien, vegan, donc c'est cool, même si c'est pendant un an, au moins il a sauvé quelques animaux en arrêtant d'en manger pendant une période, et ça je respecte. Morgan Freeman a annoncé qu'il ne prendra pas sa retraite, tant qu'il peut faire des films, il en fera. Je trouve que c'est très cool de sa part, comme beaucoup d'acteurs, mais c'est vraiment génial. Et il s'oppose à l'IA. Alors lui, il a dit que l'IA, c'est un vrai problème, parce que premièrement, il entend sa voix par IA dans plein de différents contenus, mais surtout qu'il n'est pas payé. Il a dit ça en rigolant un petit peu, mais en fait il a raison, ne pas être payé alors que c'est ta voix, ce n'est pas normal. C'est pour ça que Michael Caine, lui, a vendu sa voix à des entreprises IA. Tout le monde pourra utiliser sa voix, des clients comme vous et moi, normalement des entreprises, nous pourrons utiliser la voix de Michael Caine pour toujours, pour faire de la narration. Moi, je trouve que c'est triste, encore une fois. Moi, je pense que les acteurs, surtout, il fait ça parce qu'il est vieux, doivent mourir et on doit passer à autre chose. On doit oublier leur voix, on doit passer outre leur talent. Voilà, ils ont vécu pendant un long moment, ils ont fait des œuvres, ils ont fait de la narration, des films et tout. Lorsqu'ils décèdent, moi, je pense qu'il faut arrêter et passer à autre chose et ne pas ressusciter que ce soit la voix, le visage, le talent. Après, c'est un choix. Si Michael Caine veut le faire, si Bruce Willis veut le faire aussi comme il l'avait fait, bon, c'est leur choix, je vais pas le critiquer, mais moi, j'ai pas envie de regarder ce genre d'œuvre. J'essaie de les éviter au maximum, mais la vérité est qu'il y en aura de plus en plus et ce sera impossible à éviter. Roger Deakins, le chef-op de Légende, a aussi dit que l'IA ne le dérangeait pas spécialement, mais encore une fois, dans l'interview, il parle jamais d'IA générative, il parle jamais d'IA en tant qu'outil, il a juste dit l'IA ne me dérange pas si ça permet de raconter de nouvelles histoires. C'est toujours un peu compliqué quand on a ce débat sur l'IA parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais moi, quand je dis IA dans mes vidéos, c'est IA générative. L'IA en tant qu'outil, c'est génial, tout le monde devrait utiliser l'IA en tant qu'outil. Et moi, je rappelle que l'IA dans les films, ça me dérange. Dans l'art, ça me dérange. Parce que l'IA, c'est pas l'art, tout simplement. Que ce soit des youtubeurs, de toute façon, nous, on utilise l'IA aussi sur la chaîne, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas toujours les moyens, et c'est surtout le temps qui nous manque, nous, pour le coup. Mais on utilise aussi pour voilà, faire des choses plus rapidement, parce que c'est plus simple.
aussi, mais quand on fait un film, lorsqu'on fait une œuvre d'art, c'est un peu différent. Moi, je considère pas que YouTube est une œuvre d'art, loin de là, je pense que c'est juste un produit du contenu, quoi. Mais voilà, Roger Deakins n'a pas dit qu'il était contre, mais c'est toujours un peu compliqué. Là où Gore Verbinski a bien dit, réalisateur de Pirates des Caraïbes, Rango et son prochain film qui sort en janvier, il a bien dit qu'il était contre l'IA générative et son prochain film va parler de ça apparemment. Vince Gilligan aussi, qui est en pleine diffusion de Pluribus, que je critique chaque semaine, a aussi dit qu'il s'oppose à l'IA générative. D'ailleurs, Pluribus parle d'IA générative. L'Allemagne s'y oppose aussi, mais l'Allemagne, c'est plus pour des questions de copyright. On parlait de Morgan Freeman. Alors, est-ce que la voix d'un acteur, c'est du copyright? C'est tout un autre débat. Mais en termes de copyright, le fait que l'IA vole du copyright et le réutilise gratuitement en théorie, c'est compliqué. Et c'est oui, l'un des gros arguments. C'est du vol. En échange de quoi? En échange de rien, c'est ça le souci. Donc l'IA, c'est un sujet qui va arriver de plus en plus dans l'art, dans le cinéma, je vais le commenter constamment. J'avais fait une grosse vidéo il y a quelques mois, ou il y a un an déjà sur le sujet pour ceux que ça intéresse, pour avoir une vision globale. Mais grosso modo, c'est de plus en plus un problème d'après moi. On verra comment ça évolue. Tom Ford va faire son prochain film. C'est hyper intéressant parce que ce sera le premier film d'Adèle. Oui, Adèle, hein, il n'y a même pas besoin de nom de famille, juste Adèle. Nicolas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, George McKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper d'adolescence, Hunter Schafer, Tandy Newton, Lux Pascal. Bref, il y a tellement d'acteurs déjà dans ce film. Ce sera une grande œuvre. Adaptation de Anne Rice, le bouquin Cry to Heaven, que personnellement je n'ai pas lu. Mais voilà, le prochain film de Tom Ford. Et pourquoi pas, parce que moi j'ai bien aimé son précédent Nocturnal Animals, qui était vachement bien. Donc je suis chaud pour ce film aussi. Pour les fans d'Insidious, ce n'est pas du tout mon cas. Il faut savoir que le tournage du 6e est terminé et qu'il va bel et bien sortir l'année prochaine. Poker Face, alors ça m'embête un petit peu parce que Poker Face, moi la première saison j'avais adoré, mais c'est galère à trouver. Il n'y a pas moyen de le regarder en France. C'était diffusé sur TF1 à un moment, je crois, donc c'est très particulier. La saison 2 est sortie récemment. Encore une fois, co-state, fallait aller sur Peacock avec un VPN et tout, donc c'est compliqué. Et ça a été annulé. Mais voilà, encore une fois, le souci, c'est qu'apparemment, c'est vachement bien. La première saison était excellente. J'ai pas vu de retour sur la 2, mais personne ne regarde parce que personne ne regarde Peacock, en fait, ou Universal Plus, ou je sais pas quoi. Peu importe. En fait, personne ne regarde ça. Donc c'est un vrai problème, et du coup, il n'y a pas de diffusion, et c'est annulé. Moi, je l'ai toujours dit, hein, cette série sur Netflix, carton planétaire. Surtout la première saison, parce que c'est typiquement le genre de choses que les gens auraient aimé, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Saison 2, donc c'est la fin. Je sais pas si c'est la fin de la série. Pour ceux qui ont vu la deuxième saison, dites-moi dans les commentaires si c'est la fin de la série, ou si ça finit sur un cliffhanger ou un truc comme ça. Mais la force de Poker Face, c'était quand même d'avoir des épisodes d'anthologie presque, et entre guillemets, hein. Donc même si ça finit saison 2, en vrai, ça peut techniquement être la fin de la série, sans que ce soit problématique. Mais visiblement, une nouvelle version de la série est en train d'être préparée avec Peter Dinklage, à voir ce que ça va donner aussi. Mais j'espère que la série avec Dinklage aura une meilleure distribution. Et qui sait, peut-être Poker Face sera racheté dans des pays par Netflix et des choses comme ça, et ça sera mieux diffusé. Mais ça devrait, parce que c'est vachement bien. Je trouve Poker Face, encore, j'ai pas vu la saison 2, mais je la regarderai, et ça méritait d'avoir plus de succès. Twisted Metal, par contre, a été renouvelé pour une 3e saison. J'ai pas encore vu, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit que c'est très sympa. Mais voilà, pour les fans de Twisted Metal, 3e saison confirmée. Un film Laboubou est prévu. Alors vous savez, ce jouet, ce truc un peu à la con. Bon, il faut savoir que les films comme ça marche jamais très très bien, parce que c'est juste une volonté de capitaliser sur un moment, sur une mode, mais du moment. C'est ça le souci. C'est-à-dire que Laboubou, dans 1 an, on n'en parle plus, quoi. Dans 6 mois, dans 3 mois, même à la fin de l'année, peut-être on parle même plus de Laboubou. Déjà qu'on n'en parle pas des masses, je trouve, c'est juste une trend de TikTok pour moi. Mais faire un film, ça prend 1, 2, 3 ans. Donc le temps de sortir un film Laboubou, en fait la trend elle est déjà passée et personne va être intéressé par Laboubou. Alors peut-être l'année prochaine Laboubou va sortir et ça va faire 400 millions de dollars, j'en sais rien. Mais pour l'instant, moi ce genre de film qui utilise une mode plus qu'autre chose, je vois pas l'intérêt et c'est juste pour capitaliser sur un truc qui sera démodé dans 1 ou 2 ans. Donc c'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Le film We Buried the Dead a le droit à une nouvelle bande-annonce. C'est un film de zombies avec Daisy Ridley et ça a l'air pas mal du tout. Franchement, ça a l'air divertissant, ça a l'air plutôt bien fait. J'aime bien la mise en scène déjà. Je pense que ça peut être cool, à voir ce que ça va donner. Project Hail Mary, là aussi c'est intéressant parce qu'il y a une nouvelle bande-annonce de 3 minutes concernant le film. Et moi ça m'intéresse parce qu'il y a eu plein de critiques par rapport au fait qu'ils ont montré le gros twist du bouquin dans la bande-annonce. Et ils ont commenté ça, les réalisateurs, hein, c'est les réalisateurs de, évidemment, 22 Jump Street, les producteurs de Spider-Verse. Ils l'ont commenté en disant que oui, ils auraient aimé garder la surprise, mais en termes de film, c'est très dur de faire ce genre de marketing et de motiver les gens à aller voir un film comme ça si tu montres pas le gros twist, que j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce. Mais voilà, c'est le concept du film, ça va être vendu comme ça. Je pense qu'il y aura des affiches avec ce fameux truc et tout, donc je pense que vous allez clairement tomber dessus. Donc faut le voir comme ça, faut le voir comme le marketing le vend. Donc je laisse encore quelques temps pour les gens de découvrir la bande-annonce ou pas. Mais pour ceux qui connaissent le livre, vous savez ce qui se passe. Mais pour les gens qui l'ont lu, il y avait une surprise. Là, c'est dans la bande-annonce, il n'y aura pas cette surprise. Et ils ont montré de plus en plus de choses dans cette bande-annonce. Bon, je comprends d'un côté Amazon qui a envie de bien marketer le film en disant voilà, ça c'est un film qui parle de ça. Et je comprends les gens qui ont lu le livre qui sont déçus parce qu'ils voulaient avoir justement la surprise
dans le film aussi. Enfin, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, mais voilà, les gens qui ont lu le livre savaient. C'est un peu particulier, toujours ce genre de situation. Moi, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu les deux d'ailleurs. Oui, ça me donne envie. Moi, j'aime bien les films un peu sur la science, les films un peu où il y a un mec qui sait se débrouiller tout seul et tout. Enfin, là, il est pas tout seul, on s'est compris. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Moi, je pense que ça peut le faire, j'ai hâte de le voir. Je m'attends pas à ce que le film fonctionne. Au contraire, je pense que ce sera un énorme flop. Mais c'est comme ça, c'est la vie, on en parlera. From saison 4, le tournage est terminé. La série va bel et bien sortir l'année prochaine. Je pense pas que je regarderai. J'ai essayé From, hein. Saison 1, j'avais bien aimé. Saison 2, plus du tout. Saison 3, pareil, ça avait bien débuté. Puis ça m'a saoulé. Je pense pas regarder la suite. Mais voilà, pour les fans de From, c'est bel et bien terminé. Et la saison 4, l'année prochaine. Return to Silent Hill a le droit à une nouvelle bande-annonce et ça a l'air vachement bien. Faut que je me fasse le remake avant la sortie du film en février. De toute façon, je pense que je le commencerai là pendant les fêtes, ce fameux remake. Mais oui, ça a l'air bien, ça a l'air divertissant. Il y a une photo qui a l'air pas mal, il y a des idées de mise en scène. Je pense que ça peut le faire. J'espère avoir une belle surprise, ne pas être déçu parce qu'il y a vraiment du potentiel pour cette œuvre qui a l'air honnêtement pas dégueu quoi. Et ça, c'est pas facile hein, parce que les derniers Silent Hill, le premier était sympa, mais le deuxième, waouh. South Park et Kendrick Lamar, vous savez, hein, ils avaient une collaboration ensemble. De toute façon, ils bossent sur la série, mais les créateurs, donc Matt Stone et Trey Parker, devaient surtout faire un film avec lui qui était une comédie sur l'esclavage. Le film devait sortir en juillet 2025, ça a été décalé à juillet 2026, et là, la Paramount a décidé d'enlever le projet du calendrier de la Paramount. Pourquoi? On ne sait pas. Apparemment parce que les deux créateurs sont trop occupés sur South Park. Bon, c'est un peu particulier, mais vous savez, la Paramount, South Park, Donald Trump... C'est compliqué aussi en ce moment en termes politiques. Donc, est-ce qu'ils ont envie de sortir une comédie d'esclavage en ce moment? Est-ce qu'ils vont la sortir en salle? Est-ce qu'ils vont la sortir directement sur un Paramount+? Il y a beaucoup de discussions sur ça. Mais pour l'instant, le film d'esclavagisme comique, comédie noire, j'imagine, ne sortira pas et on attend une date définitive. Est-ce qu'ils vont assumer politiquement? Est-ce qu'ils attendent juste un créneau, peut-être en termes de box-office? On n'en sait rien, mais pour l'instant, il n'y a plus de date pour ceux qui avaient hâte de voir le projet. Un nouveau film d'horreur A24 a été annoncé par la réalisatrice de First Omen qui s'appelle Arkasha Stevenson. Et moi, j'avais adoré First Omen. Je pense que c'est un très bon film d'horreur. Ce sera avec Emma Corrin, Hunter Schafer, Havana Rose Liu et Sophie Wilde. Juste pour la réalisatrice, moi, je suis grave chaud, mais le casting donne envie aussi. Le film Othello qui sera adapté de la pièce de Broadway, si j'ai bien compris, de David Oyelowo, avec Daniel Craig, Cynthia Erivo et Rachel Brosnahan, va commencer son tournage au Qatar. C'est un peu compliqué parce que fatalement, ce genre de film, tu dis ok, bah, il sera produit quelque part et tout, mais l'argent vient du Qatar aussi visiblement et il doit tourner au Qatar ce projet. Je sais pas de quoi parle cette réinterprétation d'Othello, mais voilà, un film va se faire. Peut-être il y a des fans de Broadway ou la pièce de théâtre qui l'ont adoré. Ça va se faire, ça sortira aussi normalement, alors peut-être pas en salle, mais le film se fera. Hunger Games, la levée de soleil sur la moisson, je crois que ça s'appelle comme ça, elle doit à sa première bande-annonce, et honnêtement, ça a l'air vachement bien. Moi, je suis pas fan de Hunger Games, j'aime bien le 1, le 2 est bien, les 3 et 4, je trouve que c'est horrible, mais le dernier là qui est sorti, le spin-off ou le prequel sur Snow, moi j'avais beaucoup aimé, pour moi c'est le meilleur des 5. Et là, le 6e, apparemment, le livre est excellent. Moi, ça me chauffe énormément. Alors, les visuels sont très très bien. Il y a de la couleur, il y a une esthétique vraiment cool. En plus, le film sort dans 1 an, donc c'est vraiment pas fini. Pour le coup, ça donne grave envie de voir le projet. En plus de ça, tu te dis, ok, pourquoi est-ce que Wicked était aussi moche alors que des films comme Hunger Games, des blockbusters comme ça peuvent avoir de la gueule. Le casting est parfait. Il y a l'air d'avoir des thématiques, encore une fois, engagées. Ça a l'air de l'action, du blockbuster généreux. Visuellement, que ce soit aussi les décors, ça a l'air vraiment bien. Ça fait pas très très faux. Ils ont tourné en extérieur aussi à certains moments, ça se ressent. Bref, ça a l'air vraiment bien. Tout me donne envie concernant ce projet, en sachant que je suis pas fan d'Hunger Games, sauf le précédent que j'ai vraiment bien aimé. Mais là, en termes de tout, ça me donne envie. Donc j'ai hâte de voir ce film. On en reparlera. On verra, c'est dans 1 an, hein, je tape du bois. Hein. Mais oui, ça me donne envie. La bande-annonce m'a convaincu. Et c'est qu'une sorte de teaser, mais quand même assez généreux, de 2 minutes pour remettre un peu les enjeux, le Hunger Games. Non, ça a l'air vachement bien. Et je pense que je vais devenir un fan de Hunger Games si celui-ci est bien. Parce que pour l'instant, ça se montre de manière très généreuse. Ils sont confiants. Et je pense que ça va être un vrai succès. Là où le précédent n'était pas un énorme succès non plus. Mais là, j'ai envie d'y croire et je pense que ça va être bien. C'est la débandade pour Running Man au box-office avec 48 millions au box-office international au bout de 2 semaines de diffusion aux États-Unis, ce qui est quand même le plus gros marché au monde, pour 110 millions de budget. Mais le vrai souci, c'est la baisse aux States de 70% d'un week-end à l'autre. C'est vraiment mauvais, 70%. Une chute comme ça, c'est rare pour un blockbuster. Pour un Marvel, la moyenne, c'est 60-65. Pour un bon blockbuster, c'est 50%. Si tu arrives à faire moins de 50% pour un blockbuster, c'est vraiment pas mal. Mais 70%, c'est dur pour ce genre de film. Énorme échec pour la Paramount, énorme échec pour Edgar Wright, donc c'est très triste. Énorme échec pour Glenn Powell. C'est vraiment dommage parce que le film, bon, est pas excellent, mais
ça pouvait vraiment lancer un truc encore plus avec la carrière de Glenn Powell et personne n'allait le voir, donc c'est un peu dommage. Mais je pense qu'en termes de VOD ou même, vous savez, de streaming dans quelques mois, je pense qu'il va bien vivre là-bas, mais c'est qu'au cinéma, les gens ne sont pas allés et ça, c'est un petit peu dommage. Kaamelott, pour le coup, la bouse monumentale d'après moi d'Astier. Énorme flop aussi au box-office français avec 1 million d'entrées pour 20 millions de budget. Alors, c'est pas un drame, encore une fois, parce que vous savez, la manière dont le financement français fonctionne fait que si un film est un flop, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas une énorme perte, il y a des choses qui sont vraiment bien faites de ce point de vue-là. C'est pas les États-Unis, hein, pour le coup. Donc, en vrai, financièrement, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le côté 1 million d'entrées. Là où le premier avait fait 2,66 millions d'entrées, celui-ci, personne n'allait le voir. Ça n'a intéressé vraiment personne. Ça a fait moins que Chien 51, ce qui est quand même assez étonnant parce que Chien 51, c'est pas une licence. Là, c'est une licence connue qui a des fans et tout. Bah, c'est un échec. Déjà que c'était catastrophique en tant que film. Moi, je trouve l'un des pires films de l'année. Mais surtout que là, en termes de box-office, les gens n'ont pas été intéressés. Donc lui qui voulait faire sa suite, elle va sortir évidemment parce qu'elle est quasiment prête, elle va sortir l'année prochaine, mais lui qui voulait refaire une trilogie, donc vraiment faire un dernier, du coup 4e film, ça va être compliqué. Parce que là, 1 million d'entrées, même les studios, ils seront pas forcément très chauds par rapport à ça. Contrairement à Wicked 2, là c'est le carton planétaire déjà, 226 millions au box-office international, dont 150 millions aux États-Unis. C'est vraiment un projet très américain. Mine de rien, la mythologie du magicien d'Oz, Broadway, tout ça. Un budget de 170 millions. C'est le même budget que le premier film, sauf que le premier film avait fait 162 millions le premier week-end et avait fini sa carrière aux alentours de 700 millions. Donc là, ça commence mieux que la première partie. Est-ce que ça va aller plus loin que la première partie en termes de longueur de ces 700 millions? On imagine. Moi, je pense que c'est pas vraiment mérité pour le deuxième. Le premier était vraiment bien, celui-ci m'a vraiment déçu. Ma critique est disponible sur la chaîne, évidemment. Mais voilà, la vérité est que c'est un succès. Tant mieux pour les salles de cinéma, j'ai envie de vous dire. Et il y a une polémique par rapport à Ariana Grande qui est moquée constamment à cause de son poids. Je sais pas quoi vous dire hein, à ce stade. Non mais sans déconner, enfin, vous apprenez pas de vos erreurs quoi. Ariana Grande, on ne sait pas pourquoi elle est plus maigre. Peut-être elle a envie d'être maigre, on n'en sait rien. Peut-être elle est malade, peut-être elle a un trouble alimentaire. En fait, on n'en sait rien, on n'est pas dans la tête des gens. Oui, elle est maigre et même dans Wicked 2, ça s'est ressenti, il était plus maigre que dans le premier. Mais et alors, du moment qu'elle est en bonne santé, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Maintenant, les montages que je vois d'elle, squelettiques et tout. En fait, c'est pas parce que c'est une star que l'harcèlement est ok. Et le fait de se moquer comme ça de son physique, c'est horrible. Il y a des montages, j'ai vu, qui ont des centaines de milliers de vues. Et voir, je crois qu'il y en a un qui a 100 millions de vues sur Twitter, d'elle en mode squelette, c'est pas sympa. Disons les choses, c'est pas sympa. Et on sait jamais, vous vous êtes tous moqués de Chadwick Boseman, il est mort comme ça. Donc à un moment, je dis pas qu'il va mourir ou qu'il est malade, mais juste attention, on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. En plus, ces célébrités, elles restent souvent, même très souvent, secrètes par rapport à plein de choses, surtout leur santé, parce qu'en fait, si tu dis que t'es en mauvaise santé, bah pour ta carrière, c'est mauvais. Le marketing, en fait, ça, c'est pas bien pour le film. Imagine là, Ariana Grande, elle dit qu'elle est malade. Imaginons, hein. Bah, le marketing du film, c'est quoi? C'est juste elle et les gens qui parlent d'elle malade. Donc ça perd tout l'intérêt du marketing du film, parce que ce qu'il faut mettre en avant, c'est son jeu d'acteur, c'est Cynthia Erivo. Donc il y a un moment et un temps pour parler de ce genre de choses si elle est malade. Mais même si elle est pas malade, si elle est... peu importe, en fait, c'est pas nos affaires. Elle est comme elle veut. Si elle a besoin d'aide, elle va le trouver l'aide, j'imagine, parce que voilà, c'est une star, elle est connue. Juste se moquer, c'est pas normal. Peu importe la célébrité, peu importe voilà, le talent de la personne et la réputation. Et c'est grave. Voilà, et surtout quand on se moque comme ça des gens, quoi. Moi, je reçois des vannes par rapport au fait que je me suis rasé. Ok, vous inquiétez pas, ça va pousser. Mais là, c'est des vannes planétaires. C'est la planète entière qui se moque d'elle, et c'est évidemment pas normal. Donc, soutien à elle, évidemment, même si je pense qu'elle est bien entourée. C'est jamais facile de scroll, j'imagine, sur les réseaux, de te voir en mode squelettique, ça va être très méchant, et pas agréable du tout. Jason Momoa va jouer dans une série de motards par le créateur de Sons of Anarchy, donc ça sera les bas-fonds de la Nouvelle-Zélande. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, ça sortira sur Apple TV+, moi je suis chaud, si c'est bien fait, encore une fois. Monarch Legacy of Monsters, vous avez le droit à une première bande-annonce, teaser qui a l'air plutôt sympathique. La saison 2 sortira le 27 février. Donc pour les fans de l'œuvre, que moi je considérais comme ok, sympathique, la saison 2 va arriver du coup bientôt. Stargate sera de retour évidemment, alors une nouvelle série Stargate, mais par le même showrunner, le showrunner historique de la saga, Martin Gero, ou Gero, je sais pas comment on dit exactement. Donc pour les fans de Stargate, ça reviendra sur Amazon dans quelques années, mais c'est officiel. Aaron Paul quitte Invincible, il ne jouera plus Powerplex. Apparemment, il n'est pas fan du traitement du personnage et surtout pour lui, c'était l'acting difficile de jouer un personnage aussi torturé. Il voulait peut-être sortir de ça. Après, peut-être il y a des trucs de salaire aussi. Bref, peu importe, il ne sera plus Powerplex dans la suite de la série. Et il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de séries télé comme ça, d'animation, qui prennent un acteur connu comme Mahershala Ali, parce que Mahershala Ali, rappelez-vous, était aussi dans Invincible. Et ensuite,
il le remplace avec un mec qui ressemble à Marshall Ali parce qu'il sera beaucoup moins cher. Est-ce que c'est la même chose ici? On n'en sait rien, mais Aaron Paul ne sera pas de retour. Avatar saison 2 et 3 ont terminé leur tournage et je pense que c'est une bonne stratégie de tourner les séries comme ça, 2 à 2, comme ça les saisons sortent une année après l'autre comme une vraie série de manière générale. Et oui, voilà, Avatar, on a le droit à 2 saisons supplémentaires pour les fans. Moi, je sais même pas si je vais regarder tellement j'ai pas aimé pour le coup la première saison, mais à voir. Chose intéressante concernant Frankenstein, il faut savoir que Jacob Elordi était sous 10 heures de maquillage pour le film. Évidemment, les scènes où il y avait le besoin d'avoir 10 heures de maquillage, il y avait 42 prothèses sur son corps, dont 14 sur son visage et sa nuque. On le voit ici lire, jouer sur son Steam Deck et tout. Ça va pas être facile d'être 10 heures dans une chaise de maquillage, mais apparemment ça aide aussi pour le personnage. Je voulais un peu partager ça parce que je trouve que c'est intéressant. Luther aura le droit à un nouveau film, visiblement sur Netflix, avec le retour d'Idris Elba. Alors moi, j'ai pas du tout aimé la série, donc j'ai vraiment jamais continué, mais pour les fans de Luther, voilà, il y aura un nouveau film. Les créateurs de Stranger Things, les Duffer Brothers, voulaient sortir la série, la saison 5 en tout cas, en hebdomadaire, mais Netflix a refusé. Je trouve que c'est ridicule parce que Stranger Things en hebdo pour la dernière saison, genre les 8 épisodes chaque semaine commençant en novembre jusqu'à décembre, ça aurait été banger, mais non, malheureusement, c'est pas du tout le cas. Mais ils ont voulu, ils ont tenté, sauf que Netflix est contre ça de manière générale. Squid Game USA va commencer son tournage en février 2026. Waouh, hein. Waouh. David Fincher sera évidemment sur le projet. C'est triste pour Fincher, c'est triste pour cette licence. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais oui, du coup, Squid Game USA, ce sera sûrement pour 2027. Est-ce que les gens auront quelque chose à faire de Squid Game en 2027? Ça m'étonnerait, mais ça va se faire et je trouve ça un peu déprimant. Jérémy Saulnier va faire une nouvelle série cette fois-ci sur Netflix, après évidemment son Rebel Ridge qui était très très bien. Une série qui s'appelle Trigger Point avec Joel Edgerton. Écoutez, Jérémy Saulnier, moi j'aime bien en tant que réal, donc pourquoi pas, ça peut être bien. J'ai hâte de voir ça et puis j'aime beaucoup Joel Edgerton aussi, donc why not? Death Stranding Isolation a été annoncé, ce sera une série d'animation 2D sur Disney+, en 2027, donc pour les fans de Death Stranding, vous allez avoir plein d'œuvres d'animation. Il y a aussi une série qui s'appelle Mosquito Coast qui a été annoncée, donc voilà, les fans, vous êtes servis. Shogun saison 2 va commencer son tournage en janvier, cette fois-ci il n'y aura pas les livres, parce que oui, le livre a été terminé dans la saison 1, ça sera 10 ans après cette fameuse saison. Moi j'ai peur, du moment qu'il n'y a plus les livres, c'est toujours un petit peu inquiétant, mais ils vont tourner les saisons 2 et 3 d'un coup, normalement, et la série devrait sortir en 2027, donc voilà, 3 ans d'attente pour Shogun. Toujours un petit peu dur, et sans les livres, ça va être intéressant de voir comment ils vont faire tout ça, et je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, ça c'est un autre débat. Sadie Sink a rejoint le casting d'Avengers Secret Wars, le tournage se fera cet été. Bon, c'est pas surprenant, on imagine qu'il sera une super-héroïne, peut-être un truc lié à Spider-Man, on verra bien, ou aux X-Men, à voir aussi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, tournage de Secret Wars l'été prochain, mais aussi reshoot de Doomsday au printemps. Donc là, ils sont à fond en mode Avengers, en espérant pour eux que ça fonctionne. Et je pense que Spider-Man, on aura bientôt des images, ou en décembre ou en janvier, mais ça devrait pas tarder d'après moi. Il y a eu aussi la bande-annonce de Hoppers, le nouveau film Pixar, où une jeune fille plutôt, devient un castor et commence une sorte de révolution. T'as l'impression, ça a l'air bien. Ça a l'air divertissant, ça a l'air sympathique, honnêtement j'ai envie d'y croire. J'espère que ça sera un film qui va marcher parce qu'il faut que Pixar et Disney aient des licences originales qui fonctionnent, donc on verra bien, mais ça a l'air pas mal du tout pour le coup. Ryan Johnson a bien confirmé que sa trilogie Star Wars est enterrée, disons les choses, il bosse sur d'autres trucs, refaire une trilogie Star Wars c'est compliqué. C'est dommage, tu passes de Ryan Johnson à Sean Levy, c'est toujours un peu triste, mais bon, on s'y attendait. De même pour Chloé Zhao qui elle veut refaire les Éternels, elle a adoré bosser sur les Éternels, elle a beaucoup aimé le projet, elle est fière du projet, et elle aimerait bien faire une suite, et nous aussi, parce que les Éternels c'est genre le deuxième meilleur Marvel après Infinity War, donc on est grave chaud aussi. Et il y a une histoire de plagiat concernant Star Wars Vision, vous savez la série d'anthologie d'animation Star Wars, ils ont plagié un fan-made trouvé sur YouTube, ils ont fait les mêmes mouvements. Il y a plein de gens qui gueulent que c'est Disney qui a plagié, moi je pense que c'est le studio d'animation, c'est un studio d'animation indien qui a plagié, donc c'est le mec scénariste de Bahubali Epic qui a fait cet épisode, et visiblement un moment a été 100% plagié. Si vous regardez l'extrait des deux, c'est littéralement les mêmes mouvements et tout, c'est un peu dommage, c'est un peu triste. J'espère qu'il y a une véritable compensation pour le créateur de l'œuvre originale, le fan-made, que vous voyez ici, vous pouvez aller voir, hein, vous pouvez comparer, vous tapez le nom des deux, vous allez voir, c'est choquant. Une série Jimmy Olsen est confirmée, ça s'appellera DC Crime, et ça va être donc lui qui va enquêter sur plein de méchants de l'univers du DCU. Ce sera aussi l'introduction de Gorilla Grodd dedans, et le showrunner est le mec derrière American Vandal, enfin ils sont deux mecs si je dis pas de bêtises, derrière American Vandal, et American Vandal c'est très très bien, si vous n'avez pas vu sur Netflix c'est excellent, donc honnêtement moi j'y crois à fond, j'ai hâte de voir ça,
Dune Prophecy saison 2 aura 8 épisodes au lieu de 6, si ma mémoire est bonne. Moi, c'est mort, hein, je regarderai pas, j'ai détesté la saison 1, ça sera sans moi. Mais pour les fans de Dune Prophecy, voilà, saison 2 avec plus d'épisodes. I Love LA saison 2 a été confirmée aussi pour ceux qui regardent cette série. Voilà, une saison 2 va arriver. Task saison 2 aussi a été confirmée. C'est un peu étonnant parce que je pensais que Task était une mini-série, mais Mark Ruffalo sera de retour. La série a bien marché et puis elle est très bien. Je trouve cette série Task, donc je suis très content aussi. Et il peut enquêter sur plein de choses différentes parce que là, l'histoire de la saison 1 est terminée, c'est clair, mais il pourrait enquêter sur plein de trucs en mode Narcos, lui qui va vers différents gangs. Donc en vrai, je suis chaud. A Night of the Seven Kingdoms, là c'est pas surprenant, mais une saison 2 a été confirmée aussi. Et Lanterns, qui devait sortir en début d'année 2026, a été décalé à la fin de l'été 2026. Donc les fans du DCU, faudra attendre un peu plus. En termes de jeux vidéo, c'est Dispatch qui a dépassé les 2 millions de ventes. Et je pense que je vais me le faire parce que c'est quoi, 8 heures. Et les créateurs sont aussi anti-IA. Donc c'est là vraiment cool, j'ai envie de faire ça. The Elder Scrolls 6 est très loin d'être prêt d'après Bethesda, ce qui est choquant. Disons les choses, ça a été annoncé il y a une décennie, j'ai l'impression déjà il y a 7 ans. Et c'est très loin d'être prêt, je trouve que c'est pas normal. Bethesda, ils devraient faire plus de jeux. Non mais sans déconner, ils devraient ou vendre un peu leur licence ou faire des trucs, mais un jeu tous les 10 ans... C'est juste pas possible d'après moi, surtout que Starfield n'était pas non plus le truc le plus marquant du monde. Mais allez, on va encore attendre des années et j'ai pas du tout confiance dans ce projet-là. Hein. Pour le coup, pas du tout confiance vu Starfield et vu le dernier Fallout. Charlie Cox a été nommé, vous savez, pour une récompense Game Awards en tant que meilleur acteur pour Gustave de Clair Obscur Expédition 33. Mais il a donc réagi à ça en félicitant Maxence Corzola, qui lui était la motion capture de Clair Obscur. Et c'est vrai qu'il a dit un truc super intéressant, c'est que oui, en vrai, c'est la voix de Gustave, mais Maxence, je crois qu'il fait la voix VF, et en plus de ça, il fait la motion capture. En tant qu'acteur, le physique, c'est important aussi. Donc comment est-ce que tu sépares aux nominations Game Awards la voix et la motion capture, vu que c'est deux mecs différents? Donc c'est très sympa qu'il ait donné vraiment cet hommage à Maxence. Je trouve que c'est très très cool, donc vraiment trop chic de la part de Charlie Cox. Trop bien, il a raison, il soulève un point important par rapport aux Game Awards. On fait comment? Motion capture, voix, lui il a bossé 4 heures. Maxence il a dû bosser beaucoup plus, donc c'est vrai qu'il faut le féliciter aussi parce qu'on voit plus de Maxence peut-être que Charlie Cox dans le rôle de Gustave au final, donc ça c'est toujours intéressant. Apparemment Valve se fait 50 millions de dollars en revenus par employé, vu qu'ils ont fait visiblement 17 milliards l'année dernière. Pour 350 employés, c'est bien plus qu'Apple et plein d'autres entreprises. Et je trouve ça toujours un peu choquant et je voulais partager. Pour les sorties de la semaine, Zootopie 2, je pense que j'en ferai une critique, j'en parlerai. Vie privée, j'aimerais bien le voir si j'ai le temps. Bougonia, critique demain avec plein d'autres films d'ailleurs. The Voice of Hind Rajab, la voix de Hind Rajab, pardon, ça a l'air pas mal aussi. Et Stranger Things, évidemment, cette semaine, on en parlera. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.